Avant d'avoir eu le courage de vivre la vie que je voulais, de faire avancer mes propres projets, de vivre selon mes propres règles, j'étais en fait complètement enfermé dans une vie qui n'était pas la mienne. Une vie en fait où je n'étais absolument pas épanoui, où j'étais malheureux comme pas possible, où je souffrais tous les jours. Et je désespérais en fait d'avoir le courage de lancer ma propre vie, de vivre ma propre vie plutôt que de laisser les autres décider pour moi. Et c'est vrai que quand je vous dis ça comme ça, vous allez me dire, bah en fait c'est plutôt facile comme décision, quoi. T'as un truc qui te rend malheureux et t'as un truc qui peut te rendre heureux. Te fais pas chier, quoi. Sauf que malheureusement, l'être humain n'est pas logique. Il est avant tout émotionnel. Et du coup, il y avait en fait plusieurs pièges qui m'ont maintenu dans cette vie que je détestais. Et ces pièges, justement, j'aimerais les expliciter, j'aimerais les lister pour vous parce que peut-être certains de ces pièges vous empêchent aujourd'hui de vous lancer vous aussi. Ce qui était difficile en fait aussi pour moi, je vous donne un peu de contexte avant de vous parler des pièges, c'est que tous les jours, je voyais des jeunes avoir 16-17 ans en train de réaliser mon rêve, en train de vivre la vie que je voulais. Et j'arrêtais pas de me dire, putain, mais moi j'en ai 30, je suis bloqué dans une vie, j'arrive pas à faire ce qu'ils font. Mais pourquoi est-ce que le monde est si injuste? Mais pourquoi est-ce que moi je dois avoir cette vie de merde alors qu'il y a un gamin de 16-17 ans qui, sans le faire exprès, sans même donner énormément d'efforts ou je ne sais quoi encore, a réussi à faire ce que je voulais faire depuis le début. Et à chaque fois que j'en parlais à des gens, ils me disaient tous la même chose. T'inquiète pas, ces problèmes-là, c'est juste dans ta tête, tu finiras par t'y faire. Je m'y suis jamais fait. Je m'y suis tellement jamais fait que, après avoir passé 3 ans dans un boulot que je détestais, j'ai essayé d'en finir. Tellement justement, c'était pas pour moi, tellement j'en souffrais, tellement c'était quelque chose que je ne voulais pas pour ma vie. Alors c'est quoi ces 10 pièges qui m'ont maintenu dans cette vie de merde aussi longtemps qu'elle pouvait? C'était les suivants. Le premier piège, et de loin, c'était la peur des conséquences. À chaque fois, je me disais, ouais, il faut que je me lance dans mes rêves, il faut que je me lance dans mes projets personnels ou je ne sais quoi encore, et il faut que je croie en moi. Le truc qui arrivait immédiatement, c'est, et si ça ratait? Et si ça foirait complètement? Et si tu passais pour un abruti? Et si les gens se moquaient de toi? Et si les gens te reniaient ou ne voulaient plus traîner avec toi ou pensaient que tu étais totalement débile et qui du coup justement ne te considéraient plus? Et à cette époque-là, en fait, j'avais vraiment besoin de, on va dire, la validation des gens parce que je pensais encore que c'était par les autres que j'avais de la valeur. Donc forcément, en fait, ce piège-là me paralysait complètement. Et le seul moment où j'ai compris qu'il fallait absolument que je change, c'est quand j'ai fait un petit exercice qui consistait à me projeter dans l'avenir. C'est vrai que ce serait horrible si ça ratait, que je passais pour un abruti, que je passais pour un imbécile, que je passais pour quelqu'un qui n'est pas sérieux et que plus personne ne veuille me parler ou je ne sais quoi encore. Mais vous savez ce qui est pire que ça? Avoir une vie que je déteste. Je me disais, je préfère largement avoir une vie que j'aime et être détesté par tout le monde, être renié, être, on va dire, complètement rejeté pour mes choix, plutôt que de continuer à faire semblant d'être heureux et de vivre pour les autres. Ce premier exercice déjà m'a permis de prendre un peu de distance par rapport à ce que je ressentais à ce moment-là, cette paralysie que j'avais. Je dis, en effet, c'est horrible, mais il y a quelque chose de bien plus horrible et c'est ça pour moi. Alors il y a 2 exercices qui m'ont aidé à dépasser complètement cette peur des conséquences, cette peur de l'échec, cette peur de me foirer complètement ou je ne sais quoi encore. Le premier exercice, c'était de reconnaître que j'avais déjà perdu. J'avais déjà la vie de merde. J'avais déjà raté ma vie. J'avais déjà, on va dire, un entourage qui ne me soutenait pas. J'avais déjà des gens qui pensaient à leurs bénéfices plutôt qu'aux miens. J'avais déjà des gens autour de moi qui voulaient que je sois une version de moi qui leur plaise à eux et pas à moi. Donc j'avais déjà échoué en fait sur tous les plans. Donc je ne pouvais pas me dire j'ai peur d'échouer. J'étais l'échec absolu. J'avais absolument tout échoué. Quand j'ai commencé à réaliser ça, déjà je me suis senti comme une merde. Et ensuite, j'ai commencé à juste décider deuxième exercice que j'ai fait pour m'en sortir, à rester là-dedans. Pourquoi je vous parle de rester là-dedans? Parce que généralement, quand je souffrais, quand j'avais une émotion que je n'aimais pas ou je ne sais quoi encore, j'allais vite me distraire. J'allais vite jouer aux jeux vidéo, j'allais vite regarder un film, j'allais vite, je ne sais pas, faire une balade, mettre de la musique ou je ne sais quoi encore. Peu importe ce que c'était, il fallait absolument que je sorte de ma tête. Sauf que là, j'avais décidé de juste rester dans cette émotion que je détestais. J'avais décidé de baigner dedans, de ne pas me laisser submerger, mais juste d'observer en fait ce qui se passe, ce que je ressentais ou je ne sais quoi encore. C'est vrai que c'était désagréable.
c'est vrai que c'était bizarre de me dire que, on va dire, l'opinion des autres n'est pas aussi importante finalement. C'est vrai que de se rendre compte que les règles imaginaires que je suivais à ce moment-là n'avaient en fait aucune pertinence. Tout était bizarre, mais je continuais en fait à rester dedans. Et au fur et à mesure où je restais dans cette émotion plutôt que de la fuir, je remarquais qu'elle baissait en intensité. Je remarquais que c'était pas si grave d'échouer, de se tromper, de gâcher un peu de temps ou je ne sais quoi encore. Et surtout, c'était pas si grave que des gens qui n'avaient aucune pertinence pour ma vie, aucune, on va dire, désir de pousser mon bien-être, c'était pas si grave en fait s'ils n'étaient pas d'accord avec mes décisions. Troisième exercice que j'ai fait après que je me sentais un peu mieux, que l'intensité, la paralysie en fait s'est élevée. Le troisième exercice que j'ai fait, c'est que je suis allé jusqu'au bout de mes peurs. Comment je fais pour aller jusqu'au bout de mes peurs? Imaginons j'avais peur de rater, j'avais peur que mon projet soit complètement un flop ou je ne sais quoi encore. Au lieu de juste m'arrêter là et d'être tétanisé par cette perspective, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe exactement pour que ça rate complètement? Il faudrait que le choix que je prenne, ce choix de vivre ma vie plutôt que de vivre une vie qui n'est pas la mienne et qui me met dans un état atroce, soit pire que ce que j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que ce soit effectivement pire et que je ne le vois même pas venir? C'est-à-dire que vraiment je m'enfonce dedans et que comme un abruti, je me condamne. Je commençais à me rendre compte que c'était impossible. Pourquoi? Parce qu'à la seconde où je décidais de vivre ma propre vie, tout de suite j'étais rempli d'une joie extrême. Tout de suite j'étais vraiment connecté avec ce qui avait de l'importance pour moi et tout de suite je savais que c'était ça qu'il fallait que je fasse. J'ai réalisé aussi que quand je travaillais sur mes propres projets, j'avais une résilience phénoménale. Je pouvais encaisser une quantité de, on va dire, de revers incroyable. Pourquoi? Parce que ça avait du sens pour moi de me battre à ce moment-là. C'était important pour moi de réussir. Mais quand même, j'essayais de trouver, mais qu'est-ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que vraiment ce soit la pire décision de ta vie? Et là, il y a un truc qui est arrivé en effet, mais c'était un truc plutôt matériel. Il faudrait que ça prenne tellement de temps pour réaliser ce que tu veux, que tu n'as plus d'argent, que tu n'as plus d'économie. Une fois que j'ai réalisé que c'était vraiment le seul truc qui allait me piéger, le seul truc qui allait m'empêcher d'avoir ce que je voulais, je me suis dit c'est simple, je vais continuer d'avoir un boulot de merde, sauf que ce boulot de merde, au lieu de me dire que je vais faire ça toute ma vie, ça sera juste un job alimentaire. Ça sera juste un truc que je vais faire le temps que justement mon véritable projet fonctionne. Et là tout de suite ça m'a levé d'un poids, parce que pendant tout le début de ma vie, les 27 premières années de ma vie, j'étais persuadé que si j'avais un job normal, je devais le garder jusqu'à la fin de ma vie. C'était ça en fait qu'on m'avait, on va dire, mis dans la tête pour justement me dissuader de continuer de rêver. On m'a dit non, maintenant tu es grand, tu ne dois plus, on va dire, rêver, les rêves c'est pour les enfants, maintenant tu es adulte, tu as des responsabilités, tu dois ramener de l'argent tous les mois. Je peux parfaitement faire ça et dédier l'argent que je récolte justement à vivre ma propre vie. Donc le premier conseil que j'ai pour vous, c'est que si vous avez peur de quelque chose, allez jusqu'au bout de votre peur au lieu d'être juste paralysé par elle. Au lieu de juste vous dire non, non, je ne veux surtout pas voir ce qu'il y a là-bas. Pourquoi ça marche? Parce qu'en fait la peur tire sa puissance de l'inconnu. Tant que vous n'allez pas voir dans les détails, tant que vous n'allez pas vous demander mais comment est-ce que je pourrais me viander à ce point-là, en fait la peur aura une influence sur vous. À la seconde où vous vous rendez compte que vos peurs, que vos scénarios de catastrophe n'ont aucune chance de se réaliser, vous allez commencer à déstresser, vous allez commencer à vous dire « Ok, je m'inquiète pour rien » et vous allez en fait avoir le courage de vous lancer, ou du moins vous aurez un peu plus de chances de vous lancer. Le deuxième piège qui m'a empêché de me lancer, parce que là, même après avoir viré ce premier piège, ça n'a toujours pas suffi, c'est que même si ma vie était merdique, même si je souffrais énormément chaque jour, je connaissais exactement à quel point ma vie était de la merde. Je savais exactement comment le gérer. Je savais que la souffrance s'arrêtait jusqu'à un certain niveau. Je savais que quand je me sentais X ou Y, je pouvais faire A, B, C, D pour me sentir mieux. Je savais que quand j'avais ces pics de, on va dire, de souffrance qui arrivaient, je pouvais juste lancer un film ou je ne sais quoi encore et m'anesthésier. Autrement dit, le piège qui m'empêchait de me lancer ici, c'était le confort. Le confort de savoir déjà dans quelle merde j'étais. La rassurance, enfin le fait d'être rassuré, de savoir en fait à quel point le poison que je m'infligeais tous les jours, je le connaissais. Je connaissais les symptômes, je savais comment, on va dire, les minimiser ou je ne sais quoi encore. Par contre, ce qui me terrifiait, c'était l'inconnu. L'inconnu de me lancer dans un projet que je ne connaissais pas, l'inconnu de me lancer dans un projet qui, on va dire, où je n'avais aucune compétence et surtout aucune capacité en fait à me permettre d'avoir ce que je voulais. Il fallait vraiment que j'apprenne tout.
Et le fait de ne pas savoir où je mettais les pieds me terrorisait. Et c'est ça encore une fois le propre de la peur, c'est que tant que vous restez dans l'inconnu, la peur aura une puissance phénoménale, elle aura une emprise phénoménale sur votre vie. Et il y a un exercice en fait que j'ai dû faire pour me permettre en fait de lutter, de ne plus être, on va dire, limité par cette peur, de ne plus être limité par cet inconnu. J'ai décidé de me lancer dans des projets où j'y connaissais absolument rien, mais qui n'avaient absolument aucun enjeu pour moi. Le but c'était juste d'apprendre à faire des choses nouvelles, sans pour autant, on va dire, accorder de l'importance à si ça échoue ou pas. Alors j'ai commencé à lancer le projet le plus stupide au monde, mais qui paradoxalement était très important pour moi. Je voulais apprendre à faire des gâteaux. En fait, j'avais jamais fait de gâteau. Le seul truc que j'avais fait, c'était des crêpes. Et j'avais fait des crêpes genre peut-être 2 fois dans ma vie. Du coup, je commence à faire des crêpes. Les crêpes marchent bien, je commence à prendre confiance en moi, je commence à faire un autre gâteau. Je fais un gâteau à la banane, un gâteau qui est impossible à rater, on va pas se mentir. Donc, tout ça pour vous dire en fait que je faisais vraiment des petits pas. Et après avoir fait mon gâteau à la banane, et je commençais à me rendre compte que je faisais vraiment des parts qui étaient énormes, je commençais en fait à monter de plus en plus dans les gâteaux et leurs difficultés. Jusqu'au moment où j'arrive à la tarte au citron. Et comment vous dire que la tarte au citron, même aujourd'hui, elle est dégueulasse. Et j'ai dû en faire une vingtaine dans ma vie. Et franchement, même aujourd'hui, elle est dégueulasse. Et ce processus, en fait, m'a juste permis de voir que l'inconnu était juste de l'inconfort. Je pensais que l'inconnu, c'était une souffrance. Je pensais que l'inconnu, c'était vraiment, on va dire, un danger réel. Et à force de me lancer comme ça dans mon projet complètement stupide et qui n'avait pas d'enjeu, je me suis juste rendu compte que quand j'étais dans l'inconnu, quand je ne savais pas ce qui allait pas avec ma tarte au citron, le fait que la pâte n'arrive pas à cuire, n'arrive pas à prendre, ou je ne sais quoi encore, que mon four, je n'arrive pas à le paramétrer correctement, j'ai compris en fait que ce que je ressentais réellement, ce n'était pas de la souffrance, ce n'était pas un danger, c'était juste de l'inconfort. Et l'inconfort, en fait, partait systématiquement à chaque fois que je me lançais, à chaque fois que je me mettais en action. Alors j'ai commencé à faire mes tartes au citron, et elles étaient toutes dégueulasses, que ce soit clair et net. Mais je les mangeais aussi à chaque fois, parce que même si elles étaient dégueulasses, elles étaient assez bonnes pour moi. Et c'est seulement bien plus tard que j'ai compris que même ma pâte que je pensais être bonne n'était pas cuite. Tout ça pour vous dire que si vous-même vous avez cette peur de l'inconnu, si vous-même vous avez, on va dire, vous restez dans une vie que vous détestez juste parce que vous connaissez cette vie que vous détestez par cœur et que vous savez exactement jusqu'où la souffrance peut aller ou je ne sais quoi encore et que vous vous dites « je préfère avoir une douleur que je connais à 100% plutôt que de vivre dans l'inconnu ». Si vous voulez surmonter cet obstacle, parce que vous devez le faire si vous voulez lancer, on va dire, vos propres projets, lancez-vous. Pardon. Lancez-vous dans des projets qui n'ont absolument aucune importance pour vous, mais qui vont vous mettre dans un, on va dire, dans un environnement que vous ne connaissez pas du tout, où vous êtes complètement naze. Pour moi, c'était de faire des gâteaux. Pour vous, ce sera peut-être de faire une certaine activité physique, vous lancer dans la peinture ou je ne sais quoi encore. Et le seul but de l'exercice, ce n'est pas d'être bon dans ce que vous faites, c'est juste de baigner dans l'inconnu, d'être OK avec le fait de ne pas être à la hauteur et de quand même continuer à faire avancer vos projets. Et malheureusement pour moi, même en ayant vaincu cet obstacle, ça ne suffisait toujours pas en fait pour me débloquer. Que ce soit clair aussi, les obstacles que je suis en train de vous lister ici, ce ne sont pas les obstacles que j'ai dû, on va dire, surmonter, on va dire, dans l'ordre chronologique. À l'école, on nous apprend effectivement que nos problèmes sont toujours résolus d'une certaine façon, avec un certain ordre, pardon. Étape 1, étape 2, étape 3. Mais dans la vie, je pense que vous l'avez remarqué, il y a tout qui vous vient en même temps sur la gueule et vous devez juste vous débrouiller. Alors en fait, toutes les problématiques dont je vais vous parler dans cette vidéo, ce sont des problématiques que j'ai dû apprendre à gérer, on va dire, pratiquement tout en même temps. Et comment on fait pour faire plusieurs choses en même temps? Déjà, c'est pas possible. Vous devez juste les faire les unes à la suite des autres et parfois l'ordre change. Par quoi l'ordre était-il déterminé? En fait, par le truc qui me défonçait la gueule en premier, quoi. Quand j'avais la peur d'échouer, effectivement, je revenais sur le premier obstacle dont je vous ai parlé. Quand j'avais la peur de l'inconnu, effectivement, je me mettais à faire un gâteau. Et là, justement, il y a un troisième obstacle qui m'a empêché complètement d'avancer, de me libérer là aussi. C'est que je ne savais pas exactement ce que je voulais non plus. Je savais que je voulais réaliser mon rêve. Je savais que je voulais, on va dire, vivre ma propre vie selon mes propres règles, je ne sais quoi encore. Mais une fois que j'ai dit toutes ces belles choses, le truc qui venait tout de suite, c'est « ouais, mais comment je fais ça ?» Comment je fais ça exactement? Je m'y prends comment? Par quoi je commence? Comment je sais si je vais dans la bonne direction? Je ne sais quoi encore. Je savais que je voulais pas de cette vie, je savais que je voulais pas de la vie que j'avais actuellement, je savais que je voulais pas avoir un boulot de merde, mais c'est tout ce que je savais en fait. Et alors là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait comme beaucoup de gens, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai commencé à lire plein de biographies, d'autobiographies de gens qui avaient réussi à faire des choses extraordinaires, mais qui à la base
ne devait pas réussir. À la base, n'était pas prédisposé à faire justement ces choses extraordinaires. Et en ayant lu plein de biographies, plein d'autobiographies, j'ai juste eu la conclusion suivante. Putain, il n'y en a pas un qui avait une méthode. Il n'y en avait pas un qui avait un truc construit, quoi. Et même en lisant une biographie, si vous voulez, le parcours a l'air extrêmement, on va dire, linéaire. Le mec a un problème, il commence à régler son problème, puis après il a un autre problème, il commence à le régler. Mais quand vous vraiment vous intéressez à ce qui se passe entre ces éléments-là, entre cette présentation qu'ont les biographies, de présenter un chemin ou je ne sais quoi encore, où c'est hyper linéaire, vous vous rendez compte que le mec improvisait tout le jour. Le mec ou la fille d'ailleurs. Improvisait en permanence. Il se trompait en permanence parce qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Et ça pour moi c'était vraiment horrible, dans le sens où toute ma vie, j'avais toujours quelque chose qui était tracé à l'avance. Le job que j'avais, on m'avait dit, ok, il va se passer ça, tu vas rester 2 ans ici, si tu arrives à avoir tel résultat, tu pourras avoir le niveau suivant. Pareil pour mes études, tout était tracé à l'avance. Et me retrouver confronté à ça, à cette réalité qui est que la vie c'est le bordel, et vivre en plus sa propre vie c'est encore plus le bordel parce que du coup, personne n'a fait ce chemin-là avant vous, du moins pas votre chemin à vous, ben en fait ça me terrorisait. Mais à un moment j'ai dû accepter en fait la réalité. Et la réalité c'est que même en ayant étudié toutes ces personnes-là, il n'y a pas de plan pour réussir. Alors comment on fait justement pour avancer, pour se lancer dans quelque chose quand il n'y a pas de plan? Vous allez utiliser le plan le plus adaptable au monde. Vous allez utiliser juste des principes et vous allez oublier le reste. Tout le monde pense qu'un plan solide, c'est un plan où vous allez décrire exactement ce que vous allez faire, quand vous allez le faire, à quelle vitesse vous allez le faire et comment vous allez le faire. Mais en fait, ça c'est le pire plan au monde, surtout pour faire quelque chose qui est, on va dire, nouveau pour vous. Tout ce que vous pouvez avoir quand vous faites quelque chose de nouveau, ce sont des principes. Voilà ce que je veux pour ma vie. Voilà, on va dire, les nouvelles règles imaginaires que je vais me suivre. C'est-à-dire que si j'échoue, je dois apprendre de mes échecs et recommencer. Si ça ne se passe pas comme je veux, c'est tant mieux, c'est-à-dire que j'ai quelque chose à apprendre. Bref, j'ai commencé à mettre ces principes dans ma tête pour me dire comment est-ce que ces gens ont réussi? Ils avaient en fait des règles imaginaires qui les empêchaient de perdre. Du coup, le premier exercice que j'ai fait ici pour surmonter cet obstacle, c'est commencer à transformer absolument tout ce qui était échec en opportunité. Commencer à transformer tout ce qui est « ça prend plus de temps que prévu » en opportunité là aussi pour me rendre compte que j'avais du chemin à faire et que c'était OK. Je devais aussi en fait me rendre compte que si les choses n'allaient pas aussi vite que je voulais, si j'allais pas réussir à 16 ou 17 ans, c'était OK aussi, j'avais le droit. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces biographies que je lisais, c'était souvent des gens qui commençaient à vivre leur vie à partir de 50 ans, quoi. C'est des mecs qui sont enfermés dans une vie qui n'était pas la leur jusqu'au moment où ils en ont eu tellement marre qu'ils se sont dit c'est bon, je vais faire autre chose. Et ils ont complètement pété un câble et ils se sont lancés dans un truc au point d'être obsédés. Et ça aussi, c'est un principe que je voulais avoir. Je voulais être obsédé par mon véritable objectif. Je voulais être obsédé par la nouvelle vie que je voulais me créer. Le deuxième exercice aussi qui m'a permis de me rendre compte que je pouvais y arriver et que je n'avais pas besoin de stresser si ça avançait lentement ou je ne sais quoi encore, c'est que j'ai arrêté de voir mon projet de vivre ma propre vie dans son ensemble. J'ai arrêté de voir la montagne de travail que je devais faire. J'ai arrêté de voir tout ce que je devais faire, toutes les compétences que je devais développer pour avoir une chance d'y arriver. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je voyais cette montagne devant moi, tout de suite j'étais submergé. Tout de suite j'étais paralysé par « putain, par quoi je commence? Mais est-ce que ça a vraiment une importance ?» Parce que j'ai l'impression que je vais en avoir pour 10 ans. J'ai arrêté de faire ça et j'ai fait la seule chose que j'ai retrouvée dans toutes ces biographies et qui leur permettait en fait de traverser ces zones de turbulence, ces zones où en fait vous avez l'impression de travailler pour rien. En fait, je m'étais inspiré d'un mec qui avait gravi l'Everest ou je ne sais quoi encore, enfin du moins un sommet similaire et qui a failli y passer. Et il disait, dans les moments difficiles, j'ai appris quelque chose. C'est que quand j'étais sur le point de mourir de froid et que je devais rejoindre un camp de base parce que je ne pouvais pas m'arrêter, en fait ce qui s'est passé c'est qu'il n'était qu'un groupe mais ils se sont perdus et on va dire certains ont décidé de s'arrêter. Certains ont décidé de dire je suis trop fatigué, il faut que je m'arrête. Toutes ces personnes qui se sont arrêtées en fait dans le froid sont mortes. Lui s'est dit il ne faut pas que je m'arrête. J'ai encore 5 km à faire et 5 km c'était dur pour eux parce qu'en fait c'était en plus en montée, ils ne voyaient rien, il y avait une tempête de neige, etc. Et je disais le seul truc qui m'a permis de tenir, c'était de me dire qu'il fallait que je fasse un pas devant l'autre jusqu'à arriver à un camp de base. Dans sa tête, c'était pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. Il était juste en train de marcher, pied gauche, pied droit. Et je me dis je vais faire la même chose. Je vais arrêter de voir tout dans son ensemble. Je suis pris dans ma tempête de neige, j'y vois rien, je sais qu'il y a un camp de base, du moins j'espère qu'il y en a un et il faut que j'y croie. Et tout ce que je vais faire aujourd'hui, c'est pied gauche, pied droit, pied gauche, pied droit. En gros, tout ce que je voulais faire chaque jour, c'était faire un pas en avant vers mon objectif. Peu importe ce que c'était, que ce soit véritablement aller vers mon objectif ou juste détruire une peur qui m'empêchait d'avancer.
Du coup, tous les jours, j'avais un tout petit projet à faire qui se faisait en une journée maximum et qui me permettait de me dire, là j'ai avancé, là j'ai appris quelque chose. Du coup, si vous avez cette impression de, on va dire, d'être complètement paralysé parce que la perspective de monter votre propre projet, de le faire avancer ou je ne sais quoi encore, est trop élevé pour vous, est trop grand pour vous, commencez à vraiment voir la chose au niveau microscopique. C'est quoi l'action que vous devez faire là, maintenant, tout de suite? Et si c'est prendre des notes sur cette vidéo, prenez des notes sur cette vidéo. Si c'est ensuite appliquer un des conseils que vous allez recevoir ici, appliquez un des conseils que vous allez recevoir ici. Arrêtez de croire que vous devez tout faire parfaitement pour justement avancer. C'est cette on va dire, optique-là en fait, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche vraiment d'y aller. Une fois que vous êtes en train de faire votre pied gauche, pied droit, autorisez-vous aussi à complètement oublier votre véritable objectif. Pas dans le sens du je ne sais plus pourquoi je fais ça, mais plutôt dans le sens du il faut absolument que j'y arrive. Oubliez ce truc-là. Oubliez en fait le temps que c'est supposé vous prendre. Oubliez le temps que vous aimeriez que ça vous prenne. Oubliez aussi ce que les gens vont dire sur vous, je ne sais quoi encore. Focalisez-vous juste sur ce que vous avez à faire là. Évidemment, là aussi, ça n'a toujours pas suffi. Pourquoi? Parce que ce verrou, encore une fois, que j'avais sur ma vie, se comptait en au moins 10 problèmes. Et là, j'en ai fait à peine 3. Le quatrième problème qui m'a massacré, et qui vous massacre sûrement aussi, c'est que j'étais convaincu qu'il y avait un bon moment pour le faire. Il y avait un bon moment pour se lancer franchement. Il y avait un bon moment pour y aller à fond. Il y avait un bon moment pour, on va dire, croire en soi ou je ne sais quoi encore. Et ce bon moment, en fait, il était magique. Ce bon moment, s'il existait, il aurait été parfait. En fait, le bon moment, c'est le moment où quand vous allez vous lancer sur votre projet, qui est extrêmement risqué, ce bon moment, ça correspond au moment où, quand vous allez vous lancer, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun problème. Tout le monde est d'accord. Toutes les planètes sont alignées pour vous permettre justement de faire ce que vous voulez faire. Ok, vous me voyez venir à 200 km, ce bon moment en fait n'existe pas. C'est un mirage, c'est un mythe. Et pourquoi est-ce qu'en fait on se crée ce bon moment? On imagine qu'il existe ou je ne sais quoi encore. C'est parce qu'en vrai, on est terrorisé. On ne sait pas où on met les pieds. On ne sait même pas si ça va marcher. Quand quelqu'un me demandait « Est-ce que tu penses que tu vas y arriver ?» La seule réponse que je pouvais donner et qui était honnête, c'était « J'en sais rien du tout. » Franchement, j'en sais rien du tout. Et cette perspective-là, en fait, est extrêmement difficile pour quelqu'un qui, toute sa vie, a eu un chemin tout tracé. Et c'est ce qu'on a eu, en fait, pendant notre enfance. Absolument tout était connu à l'avance. Alors forcément, quand vous sautez dans l'inconnu, vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin de croire, on va dire, en des choses fantastiques, comme le bon moment. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, quand vous n'êtes pas dans le bon moment? C'est que vous êtes tout le temps en train de douter. Vous êtes tout le temps en train de souffrir. Vous êtes tout le temps en train de vous dire, est-ce que je vais y arriver ou pas? Est-ce que ça en vaut la peine ou pas? Et là, du coup, j'ai fait le même exercice que le premier. Pourquoi? Parce que pendant le premier exercice, j'étais paralysé par la peur et ce qui m'a en fait vacciné, ce qui m'a permis de passer outre, c'était de baigner dans ce sentiment en fait de doute, de peur, de danger ou je ne sais quoi encore et de me rendre compte qu'il n'y avait pas grand-chose. Et c'est ça en fait qui marche très souvent. C'est ça en fait l'exercice qui revient très souvent, c'est celui-là. C'est que quand vous êtes submergé par une émotion, vous avez tendance à la fuir et en fait c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Alors là aussi, pour commencer à comprendre qu'il n'y avait pas de bon moment, que c'était ok d'être dans un mauvais moment et d'avancer quand même, j'ai commencé à volontairement baigner dans tout ce que je ressentais et qui était inconfortable. Je ne sais pas si je vais y arriver. Je ne sais pas si j'ai les capacités. Je ne sais pas si je vais perdre plus de plumes que ce que je vais y gagner. Je ne sais même pas si à la fin ça en vaudra la peine. Je me disais ça en boucle. Et juste, je restais assis là, à ressentir ce que je ressentais. Le but était clairement pas de m'apitoyer sur mon sort. Le but était clairement pas de me dire « Oh mon Dieu, je vais jamais y arriver, je ne sais quoi ». Non, ça c'est être submergé par la souffrance. Ça c'est être submergé par le doute. Ça c'est être submergé par l'inconfort que je ressentais à ce moment-là. Non, je voulais juste regarder l'inconfort droit dans les yeux, voir ce que ça faisait dans mon corps, voir quel type de pensée ça déclenchait dans mon esprit et juste laisser le truc arriver. Et à force justement de regarder ce que vous ressentez, d'observer, mais de ne pas laisser vous submerger, vous commencez en fait à là aussi vous désensibiliser. Vous commencez à là aussi vous rendre compte que c'est pas si grave, que c'est pas si compliqué, que c'est pas si, on va dire, inconfortable finalement. Pourquoi? Parce que quand vous laissez les choses se produire et que vous êtes OK avec, parce que c'était vraiment ça que je faisais, c'est je suis OK avec le fait de ne pas me sentir au top, là, maintenant, tout de suite. Je suis OK avec ça. Je suis OK avec ça. Et quand vous faites ça en boucle, ça durait une demi-heure à peu près pour moi, au bout d'un moment vous dites, c'est bon, j'ai compris et c'est pas si terrible. C'est bon, j'ai compris et j'ai pas forcément besoin d'écouter ce que je me dis dans ces moments-là. C'est bon, je peux quand même y aller. Et justement, pour me prouver que je pouvais y aller, c'était ça en fait, après avoir fait cet exercice-là, je faisais une action alors qu'elle était inconfortable.
Je faisais une action alors que ce n'était pas le bon moment. Je faisais une action alors que je n'avais pas les compétences. Et je me suis rendu compte que depuis le départ, il n'y a pas de bon moment. Et ça, c'est quelqu'un, au bout d'un moment, qui a commencé à me le dire. Il m'a dit, il n'y aura jamais de bon moment, on va dire, dans la vie, pour toutes les choses importantes. Quand tu as quelque chose d'important à faire, c'est à toi de créer le bon moment, c'est à toi de créer du temps, c'est à toi de trouver le temps de faire les choses importantes pour toi. Pourquoi? Parce que si tu ne crées pas ce moment, si tu ne définis pas tes priorités, les gens autour de toi vont utiliser ton temps à leur, on va dire, à leur service. Et finalement, j'ai compris que cette recherche du bon moment, c'était juste un autre moyen pour moi de fuir la réalité. Réalité qui n'est pas si difficile. La seule chose qui rend la réalité difficile, c'est que j'aurais aimé que c'était plus facile. C'est qu'on aurait aimé que ce soit tout tracé, c'est qu'on aurait aimé être rassuré tout le temps. Mais en réalité, ce n'est pas le cas, ça ne marche pas comme ça. Le cinquième obstacle qui m'empêchait véritablement de me lancer dans mes projets et qui me paralysait encore, c'était l'identité que les gens m'avaient accordée. En fait, pendant très longtemps, je pensais que mon identité était définie par les autres. C'était pas moi en fait qui décidais qui je voulais être, c'était les autres qui décidaient ce que je devais faire. Par exemple, mon boss me disait ce que je devais faire, comment je devais me comporter ou je ne sais quoi encore. À l'école, c'était pareil. Quand vous êtes à l'école, on ne vous demande pas en fait ce que vous voulez faire. Vous venez, vous vous asseyez, il y a un truc qui se déroule et vous faites ce qu'il y a à faire. Si vous commencez à parler ou je ne sais quoi encore, on vous reprend tout de suite. Et ce conditionnement en fait que j'avais subi et qu'on a tous subi en fait, nous pousse en fait à croire que ce qui définit notre vie, c'est nos responsabilités, c'est les autres, c'est les éléments extérieurs et à aucun moment c'est nous. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous avez eu l'idée de faire quelque chose de votre plein gré ou de votre propre volonté à l'école ou je ne sais quoi encore, vous étiez tout le temps repris. Si ce n'était pas autorisé, si ce n'était pas, on va dire, ce qui était désiré de votre part, ou je ne sais quoi encore, on vous punissait. Petit à petit, qu'est-ce que vous comprenez? Vous comprenez que vous devez arrêter de prendre des décisions, quoi. Et c'était ancré tellement profondément en moi que la notion même de mon identité était définie par les autres. Je me disais, ok, je vais être quelqu'un de fiable. Comment je fais pour être quelqu'un de fiable? Ah, il faut que je montre aux autres que je suis fiable. Je vais être quelqu'un de sérieux. Comment est-ce que je fais pour être quelqu'un de sérieux? Quand on me donnera du travail, je serai sérieux. Tous les éléments qui me définissaient avaient pour référence les autres. À aucun moment, c'était pour être sérieux, comment je peux faire? Ah bah tiens, je peux décider de mon propre projet et m'y tenir. Non, ça c'était même pas une possibilité pour moi. Et c'est là en fait que je me suis souvenu d'un truc avec toutes les biographies et autobiographies que je lisais, c'est que tous les plus grands athlètes avaient tous une particularité, et cette particularité c'était de croire en eux-mêmes, de croire qu'ils allaient y arriver, de croire qu'ils allaient être des champions, alors qu'il n'y avait absolument aucune preuve qu'ils allaient y arriver. Absolument personne autour d'eux ne pensait qu'ils allaient y arriver. C'est des gens qui avaient 8 ans et qui disaient déjà « je vais être le sprinter le plus rapide au monde ». C'était des gens qui se disaient « je vais lancer le javelot le plus loin au monde » et j'avais 12 ans. Et je viens de commencer le javelot. C'était des gens en fait qui avaient cette capacité à se dire « voilà ce que je veux de ma vie et je me fous complètement du reste ». Et j'ai décidé de faire la même chose. Je me suis dit « je vais m'autoriser à être un athlète, je vais m'autoriser à avoir l'audace d'un gamin de 8 ans qui pense pouvoir sprinter plus vite que n'importe qui. Je vais avoir l'audace de définir mes propres règles, de définir, on va dire, ma propre volonté et de m'y tenir. Et même quand tout le monde me dira que je devrais être plus réaliste, plus raisonnable, je ne sais quoi encore, je les enverrai balader comme ces athlètes justement envoyaient balader les gens autour d'eux qui ne croyaient pas en eux. Et comment vous dire que dès les premiers jours, j'ai senti une libération qui était phénoménale. Depuis le départ, je me disais mais putain, mais c'est ça d'être un athlète, c'est ça de croire en soi, c'est ça de, on va dire, envoyer balader la réalité et de créer sa propre réalité. Et vraiment, en fait, le déblocage, il a eu lieu parce que c'était sur un plan émotionnel. La puissance que vous ressentez à ce moment-là, qui était à l'inverse de la souffrance, de l'impuissance que j'avais en permanence, c'était vraiment une drogue. C'était vraiment un truc, en fait, que je me disais, mais c'est évident que les gens arrivent à faire des choses extraordinaires avec ce genre de pensée, avec ce genre d'émotions qu'ils ont dans la tête tout le temps, quoi. Donc l'exercice que j'ai ici pour vous, c'est autorisez-vous pendant un temps limité, 1 heure, à penser comme un athlète, à voir le monde comme quelqu'un qui sait qu'il va réussir ou je ne sais quoi encore. Évidemment, j'ai commencé par 1 heure, puis après j'ai tellement aimé ça, j'ai mis 2 heures, 3 heures, 4 heures. Puis après j'ai commencé à dire, tiens, une journée entière, ah, une semaine entière, ah, un mois entier. J'ai commencé en fait à voir le truc et à pousser de plus en plus haut. Jusqu'au moment où je me dis, tiens, ça fait 1 an que je suis dans ce mode-là. Ça fait 1 an qu'à chaque fois que je me prends des tôles, je me dis c'est pas grave, je vais apprendre. Parce que c'est ça aussi en fait, l'insolence des athlètes qui quand ils avaient 8 ans et qu'ils se prenaient une tôle, ils disaient tant mieux que j'ai échoué, j'ai quelque chose à apprendre, quelque chose à améliorer, quoi. Et ces gens-là en fait, ils échouaient plus que n'importe qui. Donc n'importe qui se serait dit mais je suis une merde en fait, je devrais arrêter.
Ces mecs-là se disaient juste, tant mieux si j'échoue, parce que c'est en échouant qu'on réussit. Tellement ils étaient insolents. Et justement, c'est cette insolence en fait qu'il me fallait pour avoir le courage de me lancer dans mes propres objectifs. Mais évidemment, c'est pas si simple. Il y avait un 6e piège qui m'empêchait d'être aussi insolent que j'aimerais. Ce piège, c'était une dette que je m'étais créée envers la vie, envers les gens autour de moi, et qui me poussait en fait à mettre mes responsabilités en priorité par rapport à mes projets. Par exemple, j'avais réussi à devenir ingénieur, mais j'ai pas réussi tout seul. Clairement, ma famille a fait d'énormes sacrifices pour financer mes études, me permettre justement de réussir, et le pire dans tout ça, c'est que j'avais même redoublé. Autrement dit, j'avais endetté ma famille pour finalement avoir un diplôme, et j'étais en train de me dire « ouais, il faut que je fasse autre chose. Je ne peux plus faire ce job ou je ne sais quoi encore ». Comment vous dire que cette impression d'avoir une dette que je n'avais toujours pas payée était un poids écrasant en fait. C'est clair que dans les moments où j'avais cette insolence, ça allait. Mais dès que j'arrêtais d'être insolent, dès que je baissais en fait le niveau de folie dans ma tête, tout de suite ces dettes en fait revenaient. Et je me disais tout le temps, la pensée qui revenait tout le temps, c'est « mec, tu crois vraiment que tu as fui à la réalité aussi longtemps que ça? Tu crois vraiment que je vais te laisser partir? T'as mis t'as mis en galère toute ta famille et tu crois que tu vas t'en tirer comme ça? Tu crois que tu vas pouvoir être heureux? Tu dois payer ta dette. Tu dois faire ce qu'ils ont dit ou je ne sais quoi encore. » Et cette dette, cette responsabilité que j'avais envers les autres, alors que je n'avais jamais rien demandé, c'est ça en fait qui me maintenait en échec. C'est ça qui me maintenait dans une vie qui n'était pas la mienne. L'exercice qui m'a permis de me défaire de cette dette, c'est qu'à chaque fois que je me disais que je devais payer la dette, à chaque fois que je me disais que je ne pouvais pas être libre ou je ne sais quoi encore, la voix que j'entendais dans ma tête, c'était jamais la mienne. C'était les autres. C'était les autres qui avaient décidé de la vie que je devais avoir. C'était les autres qui avaient décidé de la fonction que je devais avoir dans cette famille ou je ne sais quoi encore pour leur servir. C'était on va dire, le sens de la vie, de ma vie, d'après les autres. Et à chaque fois que j'entendais quelque chose qui m'éloignait de mon rêve, c'était jamais ma voix. C'était soit un prof, un proche, des amis qui ne croyaient pas en moi, des collègues qui s'étaient satisfaits de leur vie et qui avaient une vie qui était bonne pour eux mais pas pour moi. J'entendais que leur voix. Et à un moment donné, je commence à entendre ma voix. Et à chaque fois que j'entendais ma voix, c'était pour me dire « oublie tout ça, cours après ton truc, cours après tes projets, sois insolent, crois en toi, personne ne croira en toi de toute façon. » Et à chaque fois que j'écoutais ma voix, je me sentais bien. Et quand j'écoutais la voix des autres, je me sentais hyper mal, je me sentais oppressé, je me sentais pris au piège. Et à un moment, je me dis, est-ce que c'est ça la vie que je veux? Une vie à être pris au piège, une vie à être dans une cage, une vie à faire semblant. Et encore une fois, j'entendais les voix des autres me dire, oui, c'est ça la vie, oui, c'est ça être responsable, oui, c'est ça être adulte. Et en même temps, je me souvenais de ces gamins de 16-17 ans qui avaient la vie que je voulais et qui n'avaient même pas l'impression de travailler, quoi. Je me dis, mais moi, c'est ça que je veux. Je trouverai un moyen de payer ma dette autrement. Je trouverai un moyen de, on va dire, équilibrer la balance autrement. Et quand je me disais ça, je me sentais libre. Je me sentais fort. Je me sentais puissant. Je sentais que j'avais envie de vivre. Et ce truc-là, cette différence-là, c'est ça qui m'a permis de me débloquer. Encore une fois, ici, le déblocage n'est pas logique. Il est vraiment émotionnel. C'est quand vous ressentez ce truc, c'est quand vous ressentez cet alignement avec vous-même, que vous dire, c'est bon, je sais ce que je veux maintenant. C'est pas quelque chose que je peux vous expliquer, que je peux vous prouver scientifiquement, vous prouver par A plus B que c'était la bonne chose à faire. Je peux juste vous dire que quand j'étais aligné avec ça, j'étais heureux. Et je voulais être heureux en fait, j'en avais marre de souffrir. J'en avais marre d'être quelqu'un d'autre, j'en avais marre de ne pas avoir ma vie. Et cette expérience, en fait, cet exercice m'a permis vraiment de comprendre que depuis le départ, j'arrêtais pas d'écouter la voix des autres, j'arrêtais pas d'écouter tout ce que les autres me disaient, tout ce que les autres me conseillaient, alors que les autres ne m'ont jamais demandé ce que je voulais vraiment en fait. Et c'est là que je me suis dit, tu sais quoi, j'ai passé 27 ans à suivre le conseil des autres, et si je m'autorisais juste à avoir un an où je m'écoutais moi-même? C'est ça en fait qui aussi m'a permis de me libérer, c'est cet engagement à durée limitée, où je me dis, écoute-toi toi-même et vois ce que ça va donner. Et pas une seule fois je l'ai regretté, à chaque fois j'allais dans la bonne direction. À chaque fois justement quand j'étais dans un doute, quand j'avais du mal à encaisser un échec ou je ne sais quoi encore, c'est parce que j'entendais la voix d'un autre. Et je me suis dit, maintenant dans ma tête, je veux entendre que ma voix, et c'est une voix qui sera aimante, une voix qui va me soutenir, une voix qui me permettra d'avancer. Et là justement la question que vous pouvez vous poser c'est, et vous dans votre tête, c'est quoi la voix que vous avez? Est-ce qu'elle vous réconforte? Est-ce qu'elle vous pousse à aller de l'avant?
Ou est-ce que justement elle vous accable de responsabilités, de peur, de souffrance ou je ne sais quoi encore? Le 7e obstacle qui m'a empêché d'aller aussi vite que je voulais, d'avancer autant que je voulais, c'était que pendant les moments difficiles, dans les moments de doute, dans les moments où je prenais vraiment de gros revers, vraiment de gros échecs, je doutais de moi-même, je doutais de ma décision, je doutais de mon plan et j'arrêtais pas de me poser 1000 questions. Et si ça foirait? Et si finalement c'était vraiment pas le bon truc? Et si finalement la période d'accalmie que j'ai eue, ça allait passer ou je ne sais quoi encore? Est-ce que je veux vraiment faire ça? Est-ce que c'est vraiment important pour moi? Est-ce que je ne sais pas quoi encore? En fait, vous devez comprendre quelque chose quand vous prenez une décision. Vous allez dépenser une quantité d'énergie, surtout si c'est une décision que vous allez prendre de façon volontaire, de façon consciente. Chaque décision que vous prenez va vous épuiser. Et j'étais épuisé à la fin de mes journées. Mais à la fin de mes journées, j'arrivais tout le temps sur les mêmes réponses. Oui, je veux continuer. Oui, je veux continuer même si c'est hyper difficile. Oui, je veux continuer même si ça prend 10 ans de plus. Oui, je veux continuer même si ma vie ne sera pas aussi belle que je pense, elle sera infiniment meilleure que ce que j'ai aujourd'hui. Et je me disais, putain, mais je claque tellement d'énergie à me poser des questions qui ne servent à rien pour finalement donner tout le temps les mêmes réponses. L'exercice que j'ai fait à partir de ce moment-là pour surmonter cet obstacle d'arrêter de dépenser mon énergie inutilement, c'est que j'ai noté toutes les questions que j'arrête pas de me poser et toutes les réponses que j'arrête pas d'avoir à la fin. Les noter sur un papier et je me disais, à chaque fois que je vais me poser une question de merde, au lieu de reprendre la décision, je vais juste relire ce papier et me tenir à la décision que j'ai prise à ce moment-là. À ce moment-là, ce qui s'est passé quand j'ai commencé à écrire toutes ces questions qui me hantaient, elles se sont volatilisées de ma tête. En fait, j'ai compris plus tard que le cerveau, en fait, quand il vous pose des questions en boucle, quand il vous hante avec des questions, c'est qu'il a peur que vous oubliez le danger. Il a peur que vous oubliez que ce que vous êtes en train de faire, il y a un risque. Et quand vous allez tout poser sur un papier, en fait, votre cerveau va comprendre que du coup, il n'a plus besoin de vous le rappeler. Pourquoi? Parce que le papier est juste à côté de votre lit et que vous pouvez l'avoir à tout moment pour justement vous rappeler ce que vous devez faire. Ou du moins de quoi vous devez vous méfier. Et quand j'ai fait cet exercice-là, justement, je me posais plus ces questions-là. J'étais à l'aise avec le fait de continuer, j'étais à l'aise avec le fait que ce soit plus difficile que prévu. Et du coup, j'ai pu commencer à économiser énormément d'énergie. Et cette énergie, du coup, je l'ai réinvestie dans l'atteinte de mon objectif. Le 8e obstacle, c'était la peur du ridicule. À ne pas confondre avec la peur de l'échec. Vous pouvez échouer et, on va dire, vous dire « Ah, je suis une merde, je ne sais quoi encore ». Mais être ridicule, c'est quand même autre chose. Être ridicule, c'est vraiment passer pour un bouffon. C'est investir 2 ans, 3 ans de votre vie dans quelque chose et finalement revenir avec les mains vides. C'est finalement aller voir les gens et leur dire « Bah écoute, pendant 3 ans, j'ai fait ce que je voulais et ça a servi à rien. La dette, je l'ai toujours pas payée. Toute la confiance que tu as eue en moi, j'en ai fait n'importe quoi ou je ne sais quoi encore. » Cette peur d'être ridicule, c'est vraiment le truc qui, au fur et à mesure que mon projet avançait, enfin du moins que j'investissais là-dedans et que ça prenait de plus en plus de temps et que je ne voyais pas en fait la ligne d'arrivée s'approcher de moi, cette peur devenait de plus en plus forte. La peur du ridicule. La peur d'avoir 30 ans et de faire quelque chose, d'essayer de faire quelque chose que des gamins de 16 ou 17 ans arrivent à faire les yeux fermés et de même pas réussir. Ce truc-là m'a hanté. Ce truc-là, j'arrêtais pas de me dire, mais putain, mais qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que les gens diraient? Qu'est-ce que moi-même, je me dirais à moi-même si, à 35 ans, par exemple, j'arrivais toujours pas à avoir la vie que je voulais? Et là aussi, on reconnaît le même schéma. C'est une peur, c'est de l'inconfort. Et c'est quoi l'exercice que je fais maintenant tout le temps quand je ressens on va dire une émotion qui risque de me submerger? C'est qu'au lieu de la laisser me submerger et au lieu d'essayer de la fuir, je vais littéralement me baigner dedans. Je me mettais à côté du ridicule, de cette sensation du ridicule, et juste j'observais ce que ça faisait sur mon corps. J'observais ce que ça faisait sur mon esprit, les pensées qui me traversaient. Je ne me laissais pas submerger, je ne me disais pas que les pensées que j'avais étaient vraies. Juste, je les observais. Comme si vous regardiez en fait des voitures traverser une route. Vous n'allez pas essayer de vous mettre au milieu de la route et arrêter ces voitures. Vous allez juste les laisser passer. Et là, c'est pareil, c'est le même exercice. J'étais là en train de me dire, imagine, je suis ridicule. Imagine, j'ai 35 ans, j'ai toujours pas réussi. Imagine, j'ai 40 ans, j'ai toujours pas réussi. Imagine, je ne sais pas quoi encore. Et je voyais ces voitures passer. Je voyais en fait ces pensées furtives passer et me dire « Ouais, c'est vrai que tu as l'air débile, je ne sais quoi encore. » Et là aussi, c'est le même principe. Quand vous ne fuyez pas une émotion, vous commencez à vous désensibiliser. Vous commencez à vous habituer à ce sentiment-là et vous vous rendez compte que ce n'est pas si grave, que vous n'avez pas forcément besoin d'écouter, que vous n'avez pas forcément besoin de laisser ça définir votre vie. Je me disais « Oui, ça voudrait dire que tous les sacrifices que ma famille n'ont servi à rien. » Ça veut dire que toutes les espérances que les gens ont mis sur moi n'ont servi à rien. Ça veut dire que je vais décevoir un gros paquet de gens. Ça veut dire que toutes les ressources que j'ai allouées à ce projet-là n'ont servi à rien.
Et à un moment, je me dis un truc, je me dis, mais c'est faux. Dans le sens où j'ai appris énormément de choses. Dans le sens où le fait même d'avancer vers mon projet a été suffisant pour me rendre heureux. J'avais pas besoin d'atteindre la ligne d'arrivée, j'avais pas besoin de réaliser mon rêve, j'avais pas besoin d'avoir tout ce que je voulais. J'avais juste besoin d'avancer vers ce que je voulais. Et c'est là en fait que ça a commencé à changer. Parce que quand on va dire, faisais ce que les autres voulaient de moi, à aucun moment c'était agréable. À aucun moment le truc du « ouais mais t'inquiète pas, t'as un job en CDI, maintenant ça va aller pour toi, ça ira mieux ». Non, ça n'allait pas mieux en fait. Tout le processus était horrible. À la seconde par contre où j'étais en train de miser sur moi-même, miser sur des projets qui étaient importants pour moi, là en effet, à la seconde où je me mettais dessus, la moindre action apportait des bénéfices, apportait un sentiment de plénitude incroyable. Et c'est là que je me suis dit que j'étais déjà ridicule en fait. Même exercice que précédemment, j'étais déjà ridicule. Je ne peux pas avoir peur d'être ridicule parce que je suis déjà ridicule. J'avais 29 ans à ce moment-là, ça faisait 2 ans que j'étais en train de travailler sur mon projet. J'étais déjà ridicule parce que c'est seulement à 29 ans que je me demandais qu'est-ce que je voulais faire. Et c'est seulement à 29 ans que je décidais de faire quelque chose qui était bon pour moi. J'avais passé les 29 premières années de ma vie à laisser les autres décider de ma vie. Et après, je m'étonnais d'avoir une vie de merde. J'étais déjà ridicule. J'étais déjà le plus grand clown de l'humanité. À moi tout seul, j'étais un cirque. Et quand j'ai commencé à réaliser ça, je me suis dit, bon ben, du coup, je peux pas être plus ridicule que ça, quoi. Alors vas-y, va continuer à courir après ton rêve. Et imaginons que tu es quand même ridicule en courant après ton rêve, au moins tu seras ridicule et tu seras heureux, plutôt que d'être ridicule et de souffrir inutilement. Autre exercice que j'ai fait aussi pour être à l'aise avec ce côté ridicule, c'est que maintenant que j'ai compris que le côté ridicule venait des critères des autres, j'ai commencé à créer mes propres critères pour décider de qu'est-ce que ce serait une vie qui en vaut la peine pour moi. J'ai commencé à décider de toutes les règles imaginaires que j'allais suivre pour vivre ma vie. Au revoir le côté du « si j'échoue, c'est que je suis une merde ». Au revoir le côté du « ce qui est important, c'est les autres, ce qu'ils pensent de moi ou je ne sais quoi encore ». Au revoir l'important, c'est de ramener de l'argent sur la table. Un gros paquet d'argent, un gros paquet de fric ou je ne sais quoi encore. Au revoir le côté du « le succès, c'est de ramener un gros salaire ». Au revoir le côté du « vivre, c'est avoir 5 semaines de congés payés ou je ne sais quoi encore ». J'ai commencé à redéfinir absolument toutes les règles qui ne faisait que me maintenir dans la médiocrité, dans une vie qui n'était pas la mienne et qui me poussait du coup à être ridicule. Parce que c'est ça en fait, j'étais ridicule selon les critères des autres. Mais d'après mes critères à moi, j'étais en fait le roi. Et j'ai commencé à me dire, si je veux vivre ma propre vie, il me faut mes propres critères. Et j'ai commencé en fait à lister tous les critères, toutes les règles imaginaires que j'avais dans la tête et qui ne me servaient strictement à rien. Et putain, il y en avait. Et à côté, j'ai listé toutes les règles qui étaient intéressantes pour moi et que j'avais de base. J'en avais littéralement aucune. Peut-être que vous aussi, justement, vous jouez selon des règles qui vous empêchent de gagner. Peut-être aujourd'hui que vous êtes dans une situation où vous essayez de jouer à un jeu alors que les dés sont pipés et que, au lieu de vous rendre compte que les dés sont pipés, vous commencez à vous dire que oui, mais si je trouve quand même le moyen de réussir, si je fais assez d'efforts, si je me tords dans tous les sens, peut-être que même avec des dés pipés et avec un jeu où j'ai aucune chance de gagner, je peux y arriver. Non. Non, vous allez juste mourir en fait. Vous allez juste échouer. Comme tout le monde. Pourquoi? Parce que le jeu en fait, auquel vous jouez ne vous permet pas de gagner. Il y a un 9e obstacle aussi qui m'a empêché de me libérer, qui m'a empêché vraiment d'y aller à fond et de croire en moi. C'est dans ces moments où tout prenait trop de temps et j'arrêtais pas de me dire que je suis trop vieux. Je pense que vous l'avez compris maintenant, ma référence en fait, c'est que j'arrêtais pas de me comparer avec des gens qui avaient 16 ou 17 ans et qui avaient déjà la vie que je voulais. Et moi j'étais là maintenant avec mes 30 ans à me dire putain, j'ai même pas un dixième de ce qu'ils ont. Est-ce que c'est pas trop tard pour moi? Est-ce que ça en vaut encore la peine? Est-ce que finalement réussir à 40 ans, aujourd'hui j'en ai 37, est-ce que réussir à 40 ans, c'est finalement pas un échec en soi? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de sacrifier toutes ces années plutôt que de... alors que je pourrais juste revenir en arrière, reprendre les 29 années de ma vie où j'ai investi dans un truc qui servait à rien et quand même, on va dire, me faire une raison et accepter ma réalité. Encore une fois, il faut comprendre que les peurs que j'avais, les émotions que j'avais à ce moment-là ne sont pas logiques. C'est que de l'émotionnel, là, ce dont je suis en train de vous parler. Si aujourd'hui vous pensez être bloqué parce que logiquement, il y a un truc qui vous bloque, je ne sais quoi encore, c'est faux. C'est purement émotionnel, c'est purement quelque chose, on va dire, qui va vous empêcher d'être à l'aise avec le fait d'y aller, de continuer. Et là aussi, pareil, quand vous allez vous sentir submergé par la peur ou je ne sais quoi encore, vous allez faire le même exercice. Vous allez baigner dans la peur, vous allez baigner dans ce sentiment. Et comment on fait pour baigner dans la peur? On commence à imaginer le pire scénario catastrophe et on se dit, et si ça arrivait?
Je m'imaginais à 50 ans, 60 ans, et ne toujours pas avoir réussi. J'étais là comme ça, et je me disais, waouh, quel échec. Quel échec. Il y a des gens, ils ont 16 ans, ils ont ce que tu veux. Et toi, tu en as 60, et tu n'as même pas un dixième de ce qu'ils ont. Quel échec. Je commence à baigner dedans, baigner dedans, baigner dedans. Mais je ne me laisse jamais submerger. Je ne commence pas à m'apitoyer sur mon sort. Je dis, oh mon Dieu, je savais que c'était horrible, je savais que j'aurais jamais dû faire ça. Non, tout ça, c'était de la merde. Je voulais juste avoir 60 ans et me dire, est-ce qu'à 60 ans, je serais OK avec le fait de courir après mon rêve? Est-ce que je serais OK avec le fait d'améliorer ma vie tous les jours? Et surtout, ce que j'arrêtais pas de me dire, c'est quelles sont les chances que finalement, à 60 ans, je n'y arrive pas du tout, que ma vie soit toujours aussi horrible qu'aujourd'hui, je ne sais quoi encore. Et c'est là que j'ai réalisé que c'était impossible. C'était impossible parce que seulement en travaillant une semaine sur mon projet, ma vie s'améliorait déjà. Mes émotions s'amélioraient déjà. Ce que je ressentais s'améliorait déjà. En une semaine. Et je me suis dit, mais mec, 15 ans de plus, 25 ans de plus à investir dans mon rêve, mais c'est impossible que je reste là où je suis, quoi. Et c'est là que j'étais à l'aise avec une idée aussi. C'est que si j'avais pas exactement ce que je voulais à la fin, j'étais OK. Et j'étais OK avec juste la moitié. J'étais OK avec juste un quart. J'étais OK avec juste un dixième. Je voulais juste en fait vivre ma vie. Je voulais juste être heureux. Je voulais juste en fait faire quelque chose qui venait de moi. J'ai commencé à baigner dedans. J'ai commencé à me rendre compte que c'était pas si grave si c'était trop tard. Et du coup, j'ai arrêté de me mettre une pression folle pour essayer d'aller vite, pour essayer de trouver des résultats rapidement, je ne sais quoi encore. Et paradoxalement, c'est ça qui me ralentissait en fait. J'arrêtais pas de me dire, mais comment est-ce que je pourrais faire c'est quoi le raccourci qui existe pour faire X ou Y? Et je pense que vous avez, enfin, pour ceux qui ont assez d'expérience, vous avez dû vous rendre compte que tous les raccourcis sont des enculeries dans la vie. À chaque fois que vous essayez d'avoir un raccourci, c'est une arnaque. Parce que sur le moment, vous allez aller vite, mais c'est qu'une illusion. C'est fragile. À l'inverse, tous les trucs qui m'ont pris énormément de temps, mais qui maintenant je sais exactement comment ça fonctionne, on ne peut plus me les enlever. Genre je peux littéralement avoir le résultat que je veux quand je veux. Pourquoi? Parce que je maîtrise tous les paramètres. À l'inverse, à chaque fois que j'ai essayé d'avoir un raccourci, de réussir vite ou je ne sais quoi encore, je me suis toujours fait punir. Et du coup, je me suis dit, finalement, le fait que ce soit trop tard, c'est peut-être une bonne chose. Et encore aujourd'hui, je sais que c'est une bonne chose, parce que le fait que ça ait pris autant de temps pour moi, ça me permet aujourd'hui de guider des gens qui ont galéré. Si j'avais eu 16 et 17 ans et que j'avais réussi sans même comprendre pourquoi j'avais réussi, j'aurais été incapable de vous dire ce que vous deviez faire pour vous améliorer, pour vous sortir de ce pétrin ou je ne sais quoi encore. Et aujourd'hui, en fait, je fais partie de ces gens qui sont restés bloqués dans une vie de merde pendant plus de 30 ans et qui savent maintenant exactement qu'est-ce qui les empêchait d'avancer. C'est pour ça que je peux faire cette vidéo, c'est pour ça que je peux vous donner, identifier les pièges qui sûrement, certains, vous empêchent aussi d'avancer et qui vous permettront justement d'avoir une relation différente avec vous-même. Une fois avoir fait ce premier exercice qui me permettait de me désensibiliser au fait que ce soit trop tard, j'ai commencé à me rendre compte que finalement, ce qui me mettait mal, c'était le seuil que j'utilisais comme référence. J'arrêtais pas de me comparer à des gens qui avaient 16 ou 17 ans et qui avaient en fait tout pour eux. Autrement dit, j'arrêtais pas de me comparer à des gagnants du loto. Mais c'est évident que si je me compare à un gagnant du loto, j'ai perdu sur tous les plans en fait. Et c'est là qu'en lisant un peu à quel âge les gens ont tendance à avoir la meilleure vie possible, à être vraiment heureux, je pensais que c'était dans la vingtaine. Je pensais que c'était quand on était jeune ou je ne sais quoi encore, parce que j'arrêtais pas de me dire, ouais, bah, au début tu es jeune parce que tu as l'avenir devant toi, et puis après quand tu es enfermé dans une vie, bah, tu commences à te dépérir ou je ne sais quoi encore. Mais c'est totalement faux. Les gens qui véritablement commencent à s'épanouir, on va dire sincèrement, l'âge moyen est de 47 ans. Et qu'est-ce qui se passe systématiquement quand ils approchent de la cinquantaine? Ces gens-là, en fait, commencent à se libérer de tous les problèmes qu'ils ont, de toutes les règles imaginaires qu'ils ont suivies et qui leur ont pas en fait permis d'avoir la vie qu'ils voulaient. Autrement dit, en fait, le seuil moyen des gens avant qu'ils craquent, c'est autour de 47 ans. À partir de ce seuil-là, ils se disent, mais attends, ma vie c'est de la merde. Ma vie c'est pas du tout ce que je voulais. Il n'y a absolument aucun des projets que j'ai fait avancer ou je ne sais quoi encore. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'ils commencent à lancer leur propre entreprise, lancer leur propre projet, voyager dans le monde ou je ne sais quoi encore, faire en fait des choses qui sont importantes pour eux. Et là, dès que j'ai su que ce seuil était à 47 ans et que j'en avais 37, enfin même pas, j'en avais 30 à l'époque, tout de suite je me sentais mieux. Et c'est là que je me suis rendu compte que le cerveau est d'une stupidité incroyable. Je me sentais mal parce que mon seuil imaginaire était à 16-17 ans, et là je me sens bien parce que maintenant mon seuil imaginaire est à 47 ans. Et là je me suis dit, ok, bon ben, quitte à ce que ce seuil soit complètement imaginaire et complètement loufoque, viens, je le mets à 60. Viens, je le mets à 60 et j'en ai rien à foutre. Je me dis que si je réussis seulement à 60 ans, ça vaut la peine pour moi.
qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? J'ai commencé à voir le monde comme quelque chose de magnifique. J'ai commencé à voir que j'avais le temps. Avoir le temps, ça ne veut pas dire que je vais prendre le temps, que je vais rien faire pendant 10 ans et du coup me laisser dépérir. Non, je me disais juste, c'est pas grave si ça prend du temps. Peu importe ce que je faisais, je fais, ah tiens, ça a pris trois fois plus de temps que prévu. Je m'en fous, j'ai le temps. Tiens, je pensais que j'allais réussir ça beaucoup plus rapidement, mais en fait c'était nettement plus compliqué, du coup ça m'a pris 4 fois plus de temps. Je m'en fous, j'ai le temps. J'ai arrêté en fait d'être pressé, j'ai arrêté de croire qu'il était trop tard. J'ai arrêté de croire qu'à chaque fois que j'étais un peu de retard par rapport au planning que j'avais fait dans ma tête, planning qui ne reposait sur rien de tangible d'ailleurs, c'était ok. Et du coup, j'avais plus besoin de me torturer à chaque fois parce que je pensais être en retard. J'avais juste besoin de faire ce que j'avais à faire. Enfin, le dernier obstacle qu'il a fallu que je surmonte pour véritablement me libérer de cette ancienne vie que j'avais, c'était mon impatience. Parce que oui, en effet, j'avais mis mon seuil super haut, je ne sais quoi encore. Mais le reste du monde, lui, n'avait pas mis son seuil super haut. Et ils n'arrêtaient pas de me dire « Ouais, mais ça fait déjà 2 ans de plus que tu y es, ça n'a toujours pas bien avancé, tu es toujours payé à peu près pareil, je ne sais quoi encore. Est-ce que tu n'as pas l'impression de gâcher ta vie ou je ne sais quoi encore ?» Et c'est vrai que ces éléments-là, au fur et à mesure en fait, où vous avancez, évidemment, j'avais fait plein d'exercices pour me donner le temps, etc. Mais la réalité faisait que ça me rattrapait encore un peu. Par exemple, ces années où je me disais « Ok, bon, si ça prend 3 fois plus de temps, c'est ok. » Mais c'est vrai que ça fait un poids quand même. C'est une chose, vous voyez, de juste retaper une règle imaginaire, mais c'en est une autre de vraiment l'appliquer et du coup de la suivre jusqu'au bout et d'être cohérent avec soi-même. Et il y avait ces moments en fait où je comprenais que j'étais quand même encore impatient. Que même si j'étais ok avec le fait de réussir seulement à 60 ans ou je ne sais quoi encore, une partie de moi avait quand même envie, besoin même, que ça aille plus vite. J'ai finalement réalisé que toute ma vie n'a été qu'une succession de délais très courts. Par exemple, quand vous allez faire les études, tous les ans ça change. Tous les ans en fait il y a une nouvelle dynamique. Quand vous allez faire des examens, enfin même au cours de l'année, il y aura les examens qui ont lieu au bout de quelques mois. Il y a des stages qui durent quelques mois. Il y a une défense de, on va dire, votre stage, une présentation, un exposé ou je ne sais quoi encore qui va durer 30 minutes. Enfin bref, toute votre vie est séquencée de périodes courtes. Et moi en fait, ça faisait 3 ans que je bossais sur mon projet et c'était juste ça en fait, une grosse case. Je bosse sur mon projet. Et c'est ça en fait qui avait créé cette impatience, c'est ça en fait qui avait créé ce sentiment que je ne vais pas assez vite. Toutes les autres périodes que j'avais, c'était des périodes qui duraient au maximum quelques mois. Et là, ça faisait 3 ans que j'étais sur le même truc et ça n'avançait pas. Du moins, c'est le sentiment que j'avais parce que je regardais le truc dans son ensemble. Alors, qu'est-ce que j'ai dû faire? J'ai dû faire plusieurs fois un exercice et je le fais encore, même aujourd'hui, pour me permettre de me désensibiliser. Cet exercice, c'était de me rappeler volontairement et consciemment que j'étais en train d'essayer de réaliser mon rêve et que ça servait strictement à rien de comparer le fait de réaliser son rêve avec un truc aussi lamentable qu'un examen, qu'un stage, qu'un exposé ou je ne sais quoi encore. Mon examen, par exemple, il y avait 90% de réussite pour chaque examen. Et forcément, quand je compare un truc où vous avez 90% de réussite avec réaliser mon rêve où vous avez 95% d'échoués, au minimum, bah vous êtes en train de comparer l'incomparable en fait. Du coup, régulièrement, j'arrête pas de me dire, mec, quand je suis impatient, c'est que je compare des choses qui n'ont rien à voir. Quand je vois quelqu'un qui, je sais pas, a réussi à déménager dans une ville qu'il aime ou je ne sais quoi encore, là aussi, je me dis, ok, il a peut-être réussi à déménager, mais il est dans un boulot qu'il n'aime pas. Il est dans un boulot qui ne lui correspond pas. Et justement, pour dorer la pilule, pour accepter le fait qu'il ait un boulot de merde, que je ne sais quoi, il a dû déménager dans un endroit pour que, en dehors du boulot, ça aille mieux. Et une fois que je me suis rendu compte que mes délais en fait étaient incomparables, j'ai arrêté d'être impatient, j'ai arrêté de croire que j'avais pas le temps, j'ai arrêté de croire que j'avais du retard, parce qu'en fait je faisais juste pas la même chose que le reste du monde. Une fois que j'ai réussi à comprendre ça, une fois que j'ai réussi à me débarrasser de l'impatience, une fois que j'ai réussi à me débarrasser de ces 10 obstacles, en effet, j'ai pu véritablement me libérer de l'ancienne vie que j'avais, de toutes ces problématiques qui me maintenaient dans une version de moi-même qui n'était pas moi, une version qui était décidée par les autres. Et justement, j'ai pu commencer à vivre pour moi. Dans l'ensemble aussi, ce qui m'a permis de surmonter ces 10 obstacles et de me battre aussi, on va dire, vaillamment et aussi longtemps, c'est que pendant tout le processus, je prenais du plaisir. Pendant tout le processus, je m'épanouissais. Si effectivement, j'avais eu aucun plaisir à faire ce que je faisais, à me dépasser, à changer les règles, je ne sais quoi encore, il y a longtemps que j'aurais arrêté. Et ça, je veux vraiment que vous en preniez conscience. Ce qui vous empêche aussi de vous libérer, c'est de croire que vous devez souffrir encore plus
pour vous libérer. Alors qu'en fait, non, vous devez juste prendre du plaisir. Cette histoire de faire des crêpes, faire des gâteaux de plus en plus difficiles ou je ne sais quoi encore, je l'ai fait pendant des années. Pendant des années, je faisais plein de gâteaux. Et j'adorais, ma tarte favorite était la tarte au citron. Mais qu'est-ce que j'étais nul. J'étais tellement nul qu'à chaque fois que j'achetais une tarte au citron en boulangerie, peu importe la boulangerie, elle était 10 fois meilleure que la mienne. Et encore, j'essayais de faire ma tarte au citron. Même si je vous dis aujourd'hui, elle est encore pourrie, la pâte n'est pas cuite, etc. Et c'était OK. Mais en fait, je prenais du plaisir à être moi-même. Je prenais du plaisir à lancer mes propres projets. Je prenais du plaisir à galérer. Je prenais du plaisir à avancer. Je prenais du plaisir à me débloquer. Je prenais du plaisir à baigner dans l'inconfort. Parce que je me rendais compte à chaque fois que je faisais ça, que j'avançais vers mon rêve. Le but de cette vidéo, c'est pas que vous calquiez mon parcours et que vous copiez bêtement les exercices que j'ai utilisés. Non. Je voulais en fait vous expliquer ce qui m'a bloqué pour vous expliquer les principes. Voilà, pour ce type de problème-là, j'ai utilisé cet exercice-là. Ça ne veut pas dire que vous allez utiliser, on va dire, le même et que vous aurez les mêmes résultats. Non, vous allez devoir l'adapter. Mais parce que je vous ai expliqué les principes, parce que je vous ai expliqué les mécanismes qui me bloquaient, vous-même, vous pourrez comprendre les mécanismes qui vous bloquent et du coup savoir en fait comment vous débloquer petit à petit. Vous pourrez adapter l'exercice que je vous ai proposé. Là aussi, je vous le dis clairement, j'ai présenté les 10 obstacles que j'avais à présenter dans un certain ordre, mais ce n'est absolument pas l'ordre dans lequel j'ai dû les faire au jour le jour. Très clairement, il y a des exercices qui me sont tombés dessus tous en même temps. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là encore une fois? Vous prenez les exercices, enfin les problèmes un par un et vous les résolvez. Pourquoi? Parce que si vous sautez dessus tout en même temps, en fait, il n'y a pas d'ordre dans lequel vous devez vous dépatouiller. Vous devez juste en prendre un et commencer par un et ensuite commencer à faire la liste. Autre point aussi que vous devez garder en tête, c'est que vous devez vous donner le temps de découvrir ces choses-là. Là, je vous ai donné une vidéo, là, je vous ai expliqué les exercices. Mais ne vous créez pas l'impatience que ça doit fonctionner tout de suite. Au contraire, faites des expériences. Dites-vous, tiens, j'aimerais utiliser l'exercice pour ce problème-là et ce problème-là. Je veux juste voir ce que ça donne. Ne vous mettez pas dans la tête que ça va marcher tout de suite. Pourquoi? Parce que par exemple, baigner dans l'inconfort, je baignais dedans pendant une demi-heure parfois. Et parfois même, ça prenait que 2 minutes. Mais très souvent, ça prenait une demi-heure. Parce que j'avais besoin en fait de comprendre ce qui se passait dans ma tête. Donc, dernier conseil pour vous justement, c'est quand vous allez vous lancer, quand vous allez utiliser cette vidéo pour essayer de vous débloquer sur certains pièges, ne vous étonnez pas qu'un calque pur et dur ne vous donne pas les mêmes résultats que moi. Adaptez les choses. Observez en fait ce qui ne marche pas. Partez même du principe où l'exercice ne fonctionnera pas et regardez en fait ce que vous pouvez améliorer pour augmenter les chances qu'il fonctionne. À partir de là, justement, vous aurez une chance de vous débloquer. Et vous comprenez aussi à travers cette vidéo que quand quelqu'un est bloqué, quand quelqu'un a l'impression d'être complètement verrouillé dans une vie, coincé dans une vie, ce n'est pas juste un verrou qu'il faut enlever, c'est plusieurs. Allez, bon courage à vous et j'espère que vous arriverez justement à faire quelques pas en avant à travers cette vidéo.